Il y en a un bad guy qu'on s'en va rejoindre. Ben, du moins, il est bad quand il est en train de plaider. C'est ça un rôle d'avocat. Hein? Faut être sérieux, faut être à ses affaires, faut bien gérer la situation, faut rester très calme, en contrôle. Ben, je pense qu'il l'est majoritairement, sauf quand on pogne une dérape comme lundi dernier. Puis sais-tu quoi? Ben, c'est ça qui est le fun avec Fred aussi. Frédéric Bérard qui est pas au bout du fil, mais au bout du Zoom pour sa chronique hebdomadaire. Salut Fred! Salut, t'as raison. Quand je l'aide, idéalement, il faudrait éviter le genre de fou rire qu'on a eu parce que ça serait pas, ça serait pas idéal. Mais ça, c'est important malgré tout. Tu sais, Frédéric, je veux dire, c'est un rôle qui est important. Être avocat, c'est un rôle qui est important. Être policier, c'est un rôle qui est important. Je veux dire, être juge, on reste dans ces affaires corpo-là. Mais tout le monde a une vie à l'extérieur de ça. Ah ben oui, ben, évidemment. En tout cas, je leur souhaite. En tout cas, moi, j'en ai une. Est-ce que tu connais pas mal d'avocats qui sont beaucoup colorés à l'extérieur de leur rôle au quotidien? Euh... Pas plus que ça. Ouais, ouais, ben j'essaie de faire le décompte, là. Évidemment, j'en connais pas mal d'avocats depuis le temps. Est-ce que ça devient une Rien qui déformation professionnelle, être pas drabe, là, mais beige? Ben, ça dépend quel type de droit que tu fais, hein. Quand tu fais du litige comme moi puis que tu plaides, ben évidemment, disons que c'est des avocats qui parfois sont un peu plus forts en gueule, donc peut-être un petit peu plus colorés. Et là, évidemment, là, je catégorise, là, ça vaut ce que je dis là. À l'inverse, quand tu des avocats qui travaillent, par exemple, en droit corporatif, font des ententes, des contrats, quoi qu'encore là, non, non, je dis n'importe quoi, là. Il y a du monde coloré un peu partout. Oui. Puis il y a des gens drabes aussi un peu partout. Fait que bref, je dis rien d'intéressant ni d'intelligent. Parce que j'avais cette réflexion-là en fin de semaine. J'ai mangé avec un avocat, puis ce qu'il me disait, c'est qu'il y a un rôle dans la justice, dans le droit, que quand tu le choisis, quand tu l'acceptes, tout change. Et c'est celui d'être juge. Parce que quand Ouais, tu deviens juge, là, il faut que tu sois très vigilant sur qui t'entoure, tes amis, la manière dont tu vas agir en public. Ta vie sociale en prend un coup, tes apparitions sociales en prennent un coup. C'est vrai, ça? ah oui, ah oui, ah oui. Écoute, moi, je commence à en avoir pas mal d'amis juges. Il y en a, il y en a que j'ai des bonnes histoires sur eux, je vais les garder pour Oui. moi. Rien d'illégal, mais des trucs très, très comiques. Puis on se voit, là, c'est pas là, une fois de temps en temps, on va souper, on va prendre une bière, évidemment, mais c'est comme par exemple le juge, ben, il paye sa facture, puis il paye pas la tienne, et vice-versa. Tu sais, bon, genre d'affaires comme ça. Je fais un lancement de livre, ben, ces amis-là, ils pouvaient venir avant, là, ils viennent plus. Parce Pourquoi? que, Parce qu'il faut pas être proche de quelqu'un dans son rôle en tant que juge d'un coup qu'il se passe quelque chose avec toi à un moment donné en cours, puisque tu es ouais, avocat. ouais, puis tu sais, ils ne savent pas non plus qui va être là à ce même lancement. Il y aura d'autres avocats. Ils veulent pas, puis je les comprends, hein, ils veulent pas se faire accuser d'avoir été proche d'un, proche de Hmm. l'autre. Tout souvent, on ne connaît pas tout le monde, on ne sait pas qui est là nécessairement. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme mise en... Ben, tu vois, c'est drôle, une petite anecdote comme ça. Moi, j'ai un ami qui est plus vieux que moi, là, qui est un excellent avocat. Il n'est pas juste bon, il est excellent. Et lui, il dit, puis il ferait un excellent juge, là, pour moi, là, c'est d'une évidence. Là. Mais il dit, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ce job-là. Il dit, exactement ce que tu disais, il dit, ta vie sociale n'existe plus. J'ai pas envie d'être un juge dans la vie parce que tu t'éteins Hmm. socialement parlant, en quelque sorte. Puis je les comprends, les juges, hein, d'être prudent, ça vient avec le job, là, en quelque sorte. Puis je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup non plus. En même temps, on a besoin de juges solides. Et pour ça, ben, ça vient avec certaines garanties d'indépendance judiciaire, c'est-à-dire ne pas se mêler à outrance à la société, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est finalement un choix de vie complet, là, c'est une vocation en soi. Quand tu Oui. acceptes ce rôle-là, tout change pour vrai, puis c'est ton professionnel qui passe avant tout. Ah ben oui, puis tu sais, les juges que moi je connais, puis j'en connais quand même pas mal maintenant, ils ont donné leur vie là, à la pratique privée. Ils y croient beaucoup. C'est l'aboutissement hein, de ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas nécessairement une promotion. Pour certains, c'est juste une Oui. manière de, comment je te dirais, de boucler la boucle en faisant ce qu'ils aiment, mais d'une façon différente. Donc, oui, il faut que ce soit une passion parce que contrairement à ce que certains laissent entendre, parfois un juge, là, ça travaille fort. Là. Écoute, tu as besoin d'être attentif longtemps. Là. Tu sais, il y a des procès qui durent des semaines de temps. Il faut que tu te rappelles, tu prends des notes évidemment, là,
tu te rappelles de ce qui a été dit, tu as des cahiers d'autorité, bon, des mémoires et tout, là, les avocats sont là pour Pour mettre le ça par rappeler. écrit aussi, mais Faut jamais aussi que tu commences à diverger dans le non rationnel, tu sais, dans tes opinions, dans ouais, qui tu es. Il y a quelque chose qui me fascine là-dedans aussi, d'être capable de faire une coupure complète. Mais on reste humain dans tout ça, là. Puis on a cette conversation-là. On reviendra sur notre sujet du jour qui est la laïcité de l'État, mais ça me fait penser à Maxime Roy, maître Maxime Roy, qui est un avocat ouais. criminaliste depuis des années. Il était connu, entre autres, pour des causes comme le viol collectif à Victoriaville. Il a défendu Nathalie Normando aussi. Tu sais, Harold Lebel, il en a fait plusieurs causes, puis on avait parlé avec lui l'été dernier sur ce rôle d'avocat-là qui est particulier. C'est pas celui de la couronne, c'est pas celui de défendre ceux qu'on voit plutôt comme des victimes en tant que kidam, d'abord et avant tout, mais il y en a plein que c'est pas des victimes aussi, mais tu comprends ce que je veux dire quand tu es avocat de la défense. Mhm. Parfois, tu as des clients un peu particuliers, puis on avait eu cette grande discussion avec lui, puis maintenant, il est rendu juge, donc on n'aura pas accès à une conversation comme celle qu'on a eue, qui est encore Ah, il a été disponible nommé sur notre juge? chaîne YouTube. Oui, il a été nommé juge Ah, dans les derniers mois, donc moi, ça me fascine, en fait, ce choix de vie-là, quand on... je cherche même s'il y a d'autres métiers qui sont aussi stricts sur le personnel versus le professionnel et je trouvais pas. J'ai vraiment réfléchi en fin de semaine. Là. ben, écoute, le job de juge, c'est un job à part, hein, par définition, parce que tu t'attends à ce que non seulement le juge soit indépendant et impartial, mais qu'il y ait aussi des apparences d'indépendance Mhm. et d'impartialité. Donc, c'est pas, c'est pas uniquement ce qu'il fera, mais c'est aussi ce qu'il a l'air. Donc, si par exemple un juge est dans un mariage et fait le party et l'échappe, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, c'est pas la meilleure des idées. Rappelle-toi de la juge Ruffo qui avait été suspendue, sinon mise à pied, façon de parler, par le Conseil de la magistrature, si je ne fais pas erreur. Elle, pour une juge, disons qu'elle manquait de jugement assez souvent, notamment faisait des publicités pour Via Rail. Tu sais, une juge dit ah, moi, le train Via Rail, j'adore ça, c'est fantastique, ça me permet d'être au bureau. Puis là, Elle était influenceuse là, dans son oui, mais là, sideline. puis là, elle avait été rétribuée pour ça, si je ne fais pas erreur. Qu'est-ce qui arrive si un jour Vioreille débarque devant le tribunal? Tu dis, bon, c'était comment je te dirais, c'est de l'éthique 101. Je pense que la très, très grande majorité, sinon quasi-totalité des juges font preuve de bon jugement. Mais pour ceci, ben, ça vient, on se répète un peu, mais avec une espèce d'imperméabilité Hmm. complète sur la plupart de nos rapports sociaux. Tu as sûrement déjà eu affaire à des causes plaidées en tant qu'avocat, tu sais, des causes où le juge est un peu plus coloré que d'autres. Moi, j'ai assisté à des causes où des juges regardaient la personne, n'étaient pas capables de l'accuser pour ces gestes-là, s'il s'en tenait à ce qu'il avait eu en représentation et autres. Mais il l'avait regardé et dit, je peux pas te condamner. J'ai rien pour te condamner en ce moment. Mais par contre, j'ai des doutes. Puis je vais te le dire, je ne vais plus jamais te revoir dans cette salle-là. Tu sais, là, tu es chanceux, là, mais je ne veux plus jamais te revoir dans cette salle-là. Après ça, on connaît le juge Juot là, qui a tenté dans la cause d'Alexandre Bissonnette de changer certaines choses. C'en est un, ça, des juges qui est très coloré, qui dit ce qu'il pense, puis qui sort un peu des sentiers que l'on connaît en justice, en droit. Il y en a un la semaine dernière qui a jugé la cause d'un père incestueux à Montmagny. Le père a écopé 17 ans de pénitencier, puis c'était des infractions qui sont horribles. Là. Puis le juge s'est permis de dire que c'est difficile d'imaginer un crime plus odieux que celui qui a été commis par l'accusé. Il y en a qui se permettent ça. Elle est où la limite dans les blagues, dans les histoires, la couleur que tu peux avoir en tant que juge? Tu vois, les trois cas que tu m'as donnés sont des cas de droit criminel Oui. qui souvent interpellent davantage comment je te dirais, l'émotion, hein, en quelque sorte. Et les victimes d'actes criminels qui assistent à un procès, qui témoignent habituellement, sont interpellées par ça. Les familles, les proches sont là. Et le juge, comment je te dirais, doit, en droit criminel toujours, doit respecter, hein, évidemment, les règles de preuves applicables, hors de tout doute raisonnable. Donc, il y a une limite à ce qu'il peut faire. Donc, parfois, le juge se sent coincé, en quelque sorte, par les règles en question, ce qui ne l'empêche pas, tu viens d'en faire l'exemple, de passer des messages. En d'autres termes, je vous acquitte, mais j'ai des gros doutes à savoir que c'est pas vous, puis blablabla, blablabla. Donc, la limite, ici, c'est drôle, je vais te conter une histoire. Tu te souviens peut-être de ça, Pierre-Carl Pellado avait poursuivi
Radio-Canada, Sylvain Lafrance, si je ne fais pas erreur, qui était quelque chose comme président de l'information, en tout cas, bref, un titre du genre, ou président de Radio-Canada, je ne me souviens plus. Il l'avait poursuivi parce que la France avait dit que Pierre-Carl Péladeau était un voyou. Oui, non, c'est vrai. Qui se comportait comme un voyou avec les autres médias. Et Péladeau avait snappé sur un moyen temps. Puis je connais bien l'histoire parce que c'était des amis avocats mon ancien bureau d'avocat qui avait poursuivi au nom de Péladeau. Et là, t'imagines, tu fais un procès pour une affaire de même. Le juge en chef dit hey, c'est des maudites niaiseries, ça là, tu sais, se faire traiter de voyou, là, Ben c'est oui, n'importe je vois ça au Palais de justice de Montréal. L'utilisation du mot voyou par, effectivement, Sylvain Lafrance, vice-président des services français de Radio-Canada. Puis là, il y avait eu à s'expliquer, puis même que le PKP, là, Pierre-Carl Péladeau, réclamait 700 000 pour atteinte à ses réputations. pour C'est le toi qui étais voyou. derrière ça. Non, 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 ben non, 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 non. Moi, je choisis mes clients et mes causes. Je ne fais pas dans la clownerie. Mais tout ça pour dire que le juge en chef avait nommé un juge surnuméraire, c'est-à-dire des juges qui souvent sont à la retraite, mais qui prennent des causes à gauche, à droite. Le gars était débarqué, je pense, du Saguenay ou en tout cas une région du genre. Puis il débarque là, puis lui, le juge, il est à la retraite, il s'en fout un peu. Puis il se trouve assez drôle. À un moment donné, il dit à Péladeau, il dit, je comprends bien, M. Péladeau, vous êtes le contraire de Jean Coutu. Et là, un des avocats de Péladeau se lève, il dit, je comprends pas, M. le juge, qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Non, mais c'est parce que Jean Coutu, lui, il a plein d'amis, ce qui n'est pas le cas de M. Péladeau. Oh, Et le là, ça juge qui avait avait dit grincé. ça. Oh, oui, non, non, écoute, ça avait grincé. Il y avait eu d'autres histoires comme ça n'arrêtait pas. Fait que c'était grimpé. Il avait demandé au juge de se récuser en disant il est partial, il n'est pas indépendant. C'était monté en cour d'appel. La cour d'appel avait chauffé les oreilles du juge. Écoute, ça avait été une espèce de freak show, cette affaire-là, au point où, de mémoire, ils avaient réglé hors cour. Dire, OK, là, on a assez fait perdre de temps au système judiciaire, de ressources et ainsi de suite. Fait que bref, oui. Mais ce juge-là, je pense qu'il s'était gâté pas mal. Il se trouvait très drôle parce que quand un des avocats a dit on demande votre récusation, monsieur le juge, votre blague par rapport à monsieur Péladeau et Jean Coutu. Et là, le juge dit voyons donc, la preuve que c'était une blague. L'avocat junior qui est à côté de vous, là, votre collègue, là, il a ri, il trouvait ça drôle, Ça, lui. c'était sa preuve que c'était une Ah, blague. l'avocat junior, c'était mon ami, tu sais, puis il l'a trouvé pas mal moins drôle après. Ah, ben là, ça veut dire qu'il y a vraiment une limite parce que justement, ça peut jouer sur ce dont la cause va avoir l'air ou encore l'impartialité là, du juge en question. Mais finalement, c'est peut-être un des métiers où il faut devenir le plus plate possible pour pouvoir l'exercer. On a peut-être trouvé c'est quoi ce métier-là, le plus plate possible au personnel pour être le meilleur aux professionnels. Hey Fred, aujourd'hui, on voulait jaser d'un sujet, ben, c'est partout, là, les gens vont pouvoir le voir, mais on retourne sur la loi de la laïcité là, de l'État. Là, on s'en va vers la Cour suprême pour contester cette loi-là. Je sais que ça t'intéresse énormément, que tu as les deux mains dedans aussi depuis des années. Tu regardes ça de près. Mais il y a un communiqué qui a été publié aujourd'hui. La FAE a indiqué qu'elle a particulièrement de la négativité contre le recours qui est à la disposition de dérogation. C'est ce qui a permis au gouvernement du Québec, finalement, d'adopter la loi sans qu'elle ait été contestée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Puis on retourne en février dernier, il y avait le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, ancien ministre de l'Éducation pour replacer les gens, qui avait d'ailleurs déposé un projet de loi qui visait à renouveler, là, on avait de mémoire parlé ensemble, mais à renouveler pendant une autre période de 5 ans la disposition dérogatoire qui avait été insérée dans cette loi-là en 2019. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui saignent du nez, mais qui s'intéressent à ça. Est-ce que tu peux nous résumer ce qui est en train de se passer, s'il te plaît? Ben, là, je ne sais pas si tu le sais, mais je vais le préciser à des fins de transparence, c'est moi qui est l'avocat de la FAE dans cette affaire-là. Et donc, j'ai déposé vendredi dernier la requête en permission d'en appeler à la Cour suprême, comme il faut faire. Là. Il faut toujours une permission, évidemment, pour débarquer en Cour suprême. Et notre recours vise très, très, très subsidiairement la loi 21. Ce n'est pas ça qui est intéressant pour nous. Ce qui est intéressant, c'est la question de la dérogatoire, comme tu disais. Puis c'est quoi la dérogatoire? C'est que tu en as une dans la Charte canadienne, tu en as une dans la Charte québécoise. La dérogatoire, elle permet au Parlement de suspendre les droits prévus. C'est-à-dire, par exemple,
le gouvernement Legault, par l'entremise de l'Assemblée nationale, peut suspendre la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, les garanties en matière pénale, bref, tout ce qui est possible. Et on ne conteste pas la dérogatoire comme telle, parce qu'elle existe, c'est constitutionnel, c'est légitime. Ce qu'on conteste, c'est son usage, dans l'optique où on prétend qu'il faut baliser ce même usage-là pour éviter des dérapages. Parce qu'actuellement, c'est beaucoup trop facile. Il n'y a aucune condition de fond qui est imposée à un Parlement qui invoque la dérogatoire. Par exemple, dans la loi 21, on a suspendu tout ce qui existe comme droit possible, incluant, par exemple, le droit à l'avocat, même si on dit que ça n'a aucun rapport. Alors, nous, ce qu'on plaide, c'est un instant, tu ne peux pas recourir à cette espèce d'arme nucléaire, là, parce que c'en est une. Hein. Les droits fondamentaux, c'est important, ça, dans une société de droit, dans une démocratie. Donc, on veut éviter que ça se fasse aussi facilement. On veut que la Cour impose une balise qui serait toute simple, c'est de démontrer qu'en utilisant la dérogatoire, le Parlement recherche un objectif qui est considéré comme étant réel et urgent. Puis ça éviterait, par exemple, des dérapages, notamment dans des droits incluant des dérapages incluant au fédéral, par exemple, par rapport au droit à l'avortement éventuellement. Ça se peut que tu perdes des gens dans ce que tu es en train de dire, Frédéric, parce que si on retourne à la base des choses, entre autres dans cette loi 21-là, on interdit aux employés de l'État qui sont en position d'autorité, y compris les enseignants, c'est pour ça que la FAE est dans le dossier, de porter des signes religieux, hein, comme le voile musulman, la kippa juive, le turban sikh, les croix chrétiennes et j'en passe, et de se défendre de l'avoir porté. C'est un peu ce que tu exposes ce matin. Bien, en fait, comment je te dirais ça? C'est que ça va, notre cours en Cour suprême, oui, c'est par rapport à la loi 21 parce que c'est ça qui a ouvert la porte, si tu veux. Mais ce qu'on réclame, écoute, dans la requête que j'ai déposée, je ne sais même pas si le mot laïcité est là une fois, là, tu comprends? C'est pas ça. Le combat, le débat qu'il va y avoir, si la Cour suprême accepte de nous entendre, c'est celui-ci. Est-ce qu'on est à l'aise au Canada, notamment au Québec, qu'un Parlement puisse suspendre tous nos droits fondamentaux sans explication, sans justifier, sans que les tribunaux puissent faire quoi que ce soit? Nous, on pense que non. On pense qu'il doit y avoir un minimum. Puis le minimum, c'est quoi? C'est oui, Parlement, tu peux recourir à la clause dérogatoire si tu veux, c'est constitutionnel, mais quand tu le feras, viens au moins t'expliquer sur une chose. Fais la preuve que tu recherches un objectif qui est réel et urgent. Par exemple, si Pierre Poilievre, pour ne pas le nommer, devient premier ministre demain matin, lui a dit qu'il utiliserait la dérogatoire tant qu'il le voudra. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait si, prenons cet exemple-là, parce qu'on le voit ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'on fait si Pierre Poilievre décide de suspendre le droit à l'avortement en partie? Je ne pense pas qu'il le suspendrait de manière globale, mais disons qu'il décide de le suspendre partiellement en disant, ben après X nombre de semaines, puis pas ci, puis pas ça. Exactement ce qui se passe aux États-Unis, là, dans les cas les moins graves. Est-ce qu'on serait à l'aise avec ça? Fait que toi, ton débat va au-delà, même si ton exemple est plus politique, il va au-delà de la politique, mais plutôt vraiment concentration sur le droit. Est-ce que nous sommes à l'aise de faire ça comme ça? Un peu comme le syndicat des professeurs qui est allé sur la place publique, qui a dit hey, on voudrait encadrer ce recours-là à la clause dérogatoire. C'est tout en lien avec ce que tu nous expliques puis ce que tu plaides en ce moment. Mais on veut peut-être éviter des dérives populistes. Est-ce que c'en est une? Ça, c'est pas le débat de la chose, mais c'est plutôt le débat de est-ce qu'on accepte qu'on aille là. Est-ce qu'on peut avoir un débat de droit sur la chose qui n'avait pas été fait? C'est ça? Exact. En fait, ça a été fait il y a très longtemps, en 1988. Oui, mais pas la dernière fois qu'on avait vu accommodement raisonnable et autres. Là. Donc, ce que ma cliente, la FAE, plaide par mon entremise, là, parce que je suis son avocat, c'est pour faire attention, là, parce que cette dérogatoire-là peut mener à des graves dérives qui suspendraient des droits fondamentaux qui n'ont pas lieu d'être. Je te donne un exemple. Il y a 18 mois, en Ontario, le gouvernement de Doug Ford a utilisé la dérogatoire pour imposer des conventions collectives à 55 000 travailleurs du domaine de l'éducation, en disant, vous n'avez plus le droit de grève, vous n'avez plus le droit de négociation, vous n'avez pas le droit de manifester, merci, basta, voici votre convention collective, puis that's it. Il a reculé par la suite, mais il l'a quand même adopté dans le cadre d'une loi. Un autre exemple, en Saskatchewan, on a adopté une loi en utilisant la dérogatoire, en suspendant des droits de la communauté LGBTQ, comme ça. Le Nouveau-Brunswick pense faire la même affaire.
tous ces exemples-là n'existaient pas au moment que la dérogatoire a été adoptée, c'est-à-dire en 82. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de tendance, hein, de nouvelles propensions. Et nous, ce qu'on dit à la FAE, c'est attention, si ça continue comme ça va être autre chose éventuellement. Là. Parce que déjà, le droit de grève, c'est important. La communauté LGBTQ, j'espère qu'on va la respecter. Mais je reviens avec l'exemple de l'avortement. Qu'est-ce qu'on fait si ça s'en va là? Actuellement, il n'y aurait pas de frein à ça. Il n'y aurait pas de possibilité d'empêcher ça. Le seul argument, c'est de dire, oui, mais la dérogatoire, elle existe pour 5 ans. Hmm. Puis après ça, il va y avoir un débat. Mais regarde, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, le gouvernement Kakis l'a fait renouveler, puis ça passe comme une lettre à la poste, puis il n'y a personne qui s'objecte. Ça, c'est toujours mes conversations les plus fascinantes avec des avocats, Frédéric, parce que puis je fais tout le temps cette dissociation entre, là, c'est sûr que tu es dans le dossier, là, on s'entend, mais je fais toujours cette dissociation entre des opinions, une façon de voir les choses, une envie politique, une adhésion politique, des enjeux sociaux et le droit. Puis je vais me rappeler pour le restant de mes jours, je pense que je l'ai dit en masse à la radio et tout, mais mon plus grand texte de 8 ans, lui, il étudiait en droit. Maintenant, il est avocat et autres. Et je me souviens d'une conversation à la souche Tournam. Toute ma vie, je vais m'en souvenir, OK? Et je lui demandais, qu'est-ce que tu vas choisir comme droit officiellement, là, quand tu vas être rendu au choix du droit pour lequel tu vas travailler toute ta vie? Et je me rappelle même de ce qu'on mangeait. Et je me disais, choisis pas la défense. T'sais, je veux pas avoir à travailler à la radio avec un copain, je pensais peut-être faire ma vie à ce moment-là, après 8 ans, mais avec un copain qui est avocat criminaliste. Parce que ça va contre mes valeurs, ça va contre qui je suis. Pas parce que automatiquement, si tu as besoin d'un avocat de la défense, tu es un criminel. Mais parce que j'ai un peu de la misère avec une défense, par exemple, puis c'est pas toujours le cas, puis tu peux refuser certaines causes, mais de pédophiles ou de présumés criminels comme des meurtriers ou des choses comme ça. Puis la conversation était devenue non pas une conversation de couple, mais une conversation de débat humain sur le droit important malgré tout de se faire défendre, peu importe si tu es un criminel ou pas. Et c'est aller plus loin à, oui, mais OK, sauf que la sentence que tu vas essayer, si, admettons, ton client s'est avoué, faute avouée, crime avoué, maintenant, il faut débattre de la sentence, ben toi, tu vas peut-être être payé pour lui faire passer le moins de temps en prison possible. Puis, je vais avoir un problème. Puis c'était au-delà de mon métier. Mais je trouve que ce débat-là, en ce moment, Frédéric, avec toi, sur le droit consiste à quoi, où est-ce qu'on s'en va, quels sont les barèmes qui vont clairement au-delà d'une opinion politique ou encore d'enjeux sociaux ou autres, qui est vraiment par rapport au droit puis aux dérives que ça pourrait avoir, est intéressant. Mais c'est sûr qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment et qui chauffent, qui sont pas en accord, qui sont en accord, mais que ça va au-delà justement d'opinion. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu me suis? Ben oui, je te suis parfaitement, mais écoute, plusieurs petites choses. Premièrement, moi, je ne fais pas de droit criminel dans la vie, OK? Moi, je fais du droit constitutionnel, Oui. parce que je crois aux droits fondamentaux. Cette cause-là, qui est celle de la FAE, je te dirais que je l'épouse à 1000% parce que j'y crois, parce que je dis toujours la même chose sur les droits fondamentaux dans mes chroniques avec toi puis ailleurs. J'ai écrit des livres là-dessus. Je dis toujours la même maudite affaire. Ce n'est pas des farces depuis 20 ans, OK? Et je suis rendu, parce que je suis plus vieux que ton ex, je suis rendu à un âge où moi, je prends juste les mandats qui font mon affaire. Quand ça ne fait pas, ben, ça ne me tente pas. Ceci dit, tout le monde a le droit d'être défendu. Ça, j'y crois. Là-dessus, je rejoins ton ex. Pour le reste, par contre, moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ça que je fais dans la vie. Puis des affaires de témoins, j'ai pas vraiment ça. Moi, c'est des questions plus théoriques, si tu veux. Mais ça Souvent. reste l'entonnoir du droit. Ça reste, Oui, si oui. on met tout ça dans le même panier, Oui, oui, c'est oui. encore un Ça, exercice de droit. C'est intéressant pour cette raison-là. moi, tout ce que je dis, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui m'écoutent et qui ne sont pas convaincus, le jour, je répondrai juste ceci, par une question. Le jour où ça sera vos droits qui vont être retirés. Peu importe les droits de quoi. Vous êtes gay, vous êtes lesbienne, vous êtes en situation de handicap, vous êtes d'une langue X, par exemple au français au Québec, vous êtes peu importe quoi, liberté d'expression, votre droit à la vie, l'avortement, le droit à la liberté, les garanties en matière pénale quand vous faites arrêter. Le jour que ce sera vos droits qui sont suspendus ou retirés, est-ce que votre opinion changerait? Moi, je pense que oui. Et c'est là-dessus et c'est pour ça que je me bats avec la FR.
C'est une superbe question à laisser entre les mains de l'auditoire. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Ça fait plaisir, Pascal CV. À lundi prochain, Frédéric Bérard, qui est avocat, chroniqueur, auteur. Faites aller vos claviers 88 971 1021. Faites aller vos claviers autant par le texto, par